Partout au Québec, vous écoutez l'émission radio consacrée à la chasse, à la pêche et au plein air, Rendez-vous nature. Voici Ernie Wells. Allô tout le monde, merci d'être à l'écoute de Rendez-vous Nature. Et oui, nous sommes déjà à la mi-janvier 2026. Quand même, c'est encourageant, me semble. Il me semble qu'on s'en va sur l'autre bord. Les journées commencent à être plus longues, de quelques minutes, plus de clarté. Puis je pense qu'on dit souvent que le temps passe vite, mais on aime mieux quand ça passe vite l'hiver. Pourtant, il reste que tous les amateurs de plein air sont heureux. Les skieurs, les motoneigistes, les planchistes, les boutiques spécialisées, puis même les pêcheurs de petits poissons des genoux, les pêcheurs d'éperlans sur glace et de sébasse au Saguenay. Tout le monde est à sa ligne actuellement, puis c'est les joies de l'hiver. Sauf un motoneigiste qui me disait avoir mal au cœur en circulant récemment dans le haut pays de Rimouski. Il était étonné de voir comment est-ce que la forêt était ravagée par des coupes forestières. Puis il me disait justement avoir rencontré l'automne dernier des chasseurs de petits gibiers dans la réserve faunique de Rimouski, puis un des chasseurs avait dit « Ben, à quoi ça sert d'avoir des chalets de 700 000 $ si tu ne vois pas de perdrix en 2 jours? » La perdrix, c'est un oiseau qui niche au sol, comme on le sait, donc c'est un oiseau qui est très fragile aux conditions de la météo et de la pluie et du froid. Et on dit que c'est un oiseau qui est cyclique, mais la semaine prochaine, je vais avoir une entrevue avec une spécialiste du petit gibier qui, elle, s'occupe donc exclusivement du petit gibier et elle va nous parler du nouveau plan de gestion qui, pour moi, en apparence, pas si nouveau que ça parce qu'il y a certaines choses qui demeurent et très peu de nouveaux chapitres à ce plan de gestion. Cette semaine, donc, à Rendez-vous Nature, après la période des fêtes, l'industrie de la chasse et de la pêche et du plein air passe au salon, comme on dit, et le premier en liste, c'est le Salon national de la pourvoirie chasse-pêche plein air de Lévis, du 15 au 18 janvier. Gaétan Mondou et Sylvie Mimot organisent 4 salons par an depuis 28 ans. C'est quand même quelque chose. Et la Fédération des pourvoiries du Québec vient de leur rendre hommage et je vais en discuter avec Gaétan. Et un guide de chasse sur Anticosti qui a chassé justement en Nouvelle-Zélande où il s'est fait ami avec les 4 partenaires de la série Born to Hunt. Born to Hunt va organiser une soirée dans plusieurs villes du Québec et je vais en parler avec Samuel Saint-Laurent qui va se dérouler sur le thème « La chasse, c'est bon ». J'ouvre l'émission Rendez-vous Nature sur une pétition provinciale éditée sur le site de l'Assemblée nationale par l'ex-ministre de la CAQ, aujourd'hui députée indépendante de Rimouski, qui réclame du gouvernement un meilleur encadrement des activités de piégeage au Québec. Cette pétition survient après que des résidents de zones périurbaines au sud de Rimouski, aux demeures entourées de boisés, à proximité de champs agricoles, ont déploré la mort de leurs animaux domestiques. Il y en a eu plusieurs quand même, de chiens et de chats capturés dans des collets à coyotes notamment. Cette pétition est poussée à date par quelques 6 000 signataires qui réclament une distance maximale obligatoire entre les pièges et les résidences, les chemins publics, les sentiers et les terrains privés. Les résidents concernés réclament une signalisation obligatoire visible dans les secteurs d'attrapage actifs, en plus d'identifier chaque piège par un numéro de permis. C'est beaucoup de choses et Lucien Gravel est directeur général de la Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec. Lucien Gravel, comment avez-vous réagi en attendant que cette pétition ait été lancée pour aller y atteindre les objectifs que je viens de mentionner? Je vais vous dire, il est certain qu'une pétition, c'est une demande, c'est un droit d'expression qui est tout à fait légal. Dans tous les domaines, on s'attend à ce qu'il y ait des pétitions. Ce que je trouve le plus regrettable, c'est la capture d'animaux domestiques dans des pièges ou dans des collets. Par contre, pour nous autres, écoutez, le but de la pétition, c'est de limiter ou du moins de plus encadrer. Avec le ministère et nos partenaires, au cours des dernières années, on a mis des efforts et du travail, puis on continue encore afin d'augmenter la signalisation pour les secteurs de piégeage. Cependant, il y a quand même des contraintes que les trappeurs ont. Dans bien des cas, quand la signalisation se met pour indiquer qu'il y a du piégeage, il y a des gens qui s'appliquent puis qui vont voir qu'est-ce qui se passe, qui touchent aux installations. Puis souvent, c'est des jeunes, ils cherchent les pièges. Certains veulent s'en accaparer. Oui, la signalisation pourrait être un atout très important. Cependant, dans certains secteurs, il y a des pour et il y a des contre. Oui, mais lorsque les pétitionnaires disent ou signent qu'ils souhaitent un meilleur encadrement des activités de piégeage, ça veut-tu dire que l'encadrement actuel de la Fédération n'est pas adéquat?
Ça, écoutez, monsieur, on peut réclamer beaucoup de choses, sauf que dans un an, il faudrait savoir combien d'incidents sont arrivés. Puis là, je trouve ça totalement déplorable. Là. Un animal de compagnie qui se prend d'un piège, c'est pas acceptable, c'est réellement déplorable. Par contre, le piégeage au Québec est une activité légale, légitime, qui est pratiquée souvent sur des terres publiques, sur des terrains privés, où les trappeurs ont accès avec la permission du propriétaire. Les trappeurs qui sont membres de notre fédération ont subi les formations requises, ont un code d'éthique à respecter. Il y a des règlements provinciaux à respecter. Et puis moi, je vais vous dire bien franchement, quand un incident arrive, il serait souhaitable qu'il y ait des vérifications minimales de fait. Est-ce que le piégeur a commis une infraction aux règles éthiques ou réglementaires en lien avec le piégeage? Puis est-ce que le propriétaire de l'animal de compagnie respecte également les règles et règlements municipaux? Parce que dans toutes les MRC et municipalités au Québec, il y a un règlement qui concerne les nuisances publiques ou qui concerne les animaux de compagnie en liberté, puis ils doivent être tenus constamment en laisse. Si on regardait, M. Wells, tous les incidents déplorés au cours des dernières années, à combien de reprises c'est arrivé avec un animal qui était en laisse, je pense que le nombre serait grandement réduit. Puis ça, on vit là, dans un espace où c'est réellement plaisant, c'est agréable d'avoir un animal de compagnie, on les aime, on s'en occupe, mais des fois, que ce soit dans le milieu urbain, périurbain ou peu importe, il y a des chiens qui circulent, puis il y a des accidents d'automobile aussi qui arrivent avec ça. Là. Il y a des personnes souvent qui ont été blessées. Et puis, la problématique, est-ce que ça peut être le piégeage qui est déjà réglementé et encadré suffisamment pour que ce soit acceptable depuis des années, puis est-ce qu'on doit pas plutôt encadrer la gestion du contrôle des animaux de compagnie, que ce soit en laisse ou en contrôle, l'un des deux, il faut réellement se le demander. Pour nous autres, nos discussions avec le ministère et les partenaires nous amènent à accroître la connaissance de notre fédération, nos buts, notre mission, et puis on n'est pas là pour nuire ou faire mal aux animaux de compagnie, et loin de là. Il faut se demander, quand un animal est pris dans un piège, si c'est sur un terrain privé, est-ce que la personne qui est avec son chien sur la propriété privée a l'autorisation du propriétaire? C'est un paquet de questions qu'il faut vérifier. Dans les incidents qui sont survenus dans le secteur Rimouski, M. Wells, je vais vous dire bien franchement, j'ai très peu d'indications. Est-ce que la députée indépendante Maïté Blanchette-Vézina, qui a initié la pétition, a pris le soin de communiquer avec vous pour savoir comment ça fonctionnait, la fédération, comment ça fonctionnait le trappage au Québec, ou si vous avez eu vent de cette histoire-là lorsque vous avez entendu les médias le rapporter? Au niveau de la Fédération des trappeurs, je suis en service depuis le 9 décembre. J'ai été informé par des trappeurs de cet incident-là et je n'ai eu aucune information, je vais vous dire, réellement à point. Et puis, je n'ai pas eu d'appel non plus de Mme Maïté. J'aurais grandement aimé être au courant de vive voix de la part de Madame et être capable de lui faire part de toutes les mesures qu'on a prises. Parce que dans le dossier concernant les chiens en laisse, puis tout le dossier des chiens en liberté ou des chiens capturés, on a plusieurs partenaires dans ça. On est avec le réseau ZEC, les pourvoiries, la CEPAC, la FEDCP. Et personnellement, je vais vous dire, au cours des années passées, je me suis assis régulièrement avec les gestionnaires des chiens de chasse, que ce soit les chiens de sang ou les chiens de chasse. Là. Absolument. Mais dites-moi, dans tout ça, il faut quand même préciser que ne devient pas trappeur qui veut au Québec. Il y a quand même votre Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec dispense un cours qui est obligatoire. Bon, et les trappeurs certifiés doivent piéger dans des zones qui sont précises. Puis on ne trappe pas où on veut et il ne trappe pas qui veut non plus. Mais dans ce cas-là, on ne sait pas. Est-ce que vous pensez que dans la zone en question, la zone périurbaine, que ce sont des trappeurs certifiés qui ont pu mettre des collets dans ce secteur-là, ou ce sont des gens qui peut-être, comme vous avez dit tout à l'heure, ont peut-être volé d'équipements qui ont installé ça là pour voir si ça fonctionnait, un peu pour s'amuser, parce que je ne crois pas, moi, que d'après les exigences que vous avez dans la formation, que ce sont vos trappeurs certifiés qui puissent être assez imprudents pour placer des collets à proximité des résidences. Normalement, au niveau éthique, ça ne se fait pas. On dispense effectivement des cours aux piégeurs, il y a des séances d'information, il y a de la mise à jour des connaissances. Et puis, écoutez, un accident, ça peut arriver. Je ne connais tellement pas les détails des accidents dont on parle aujourd'hui que j'ai peine à me prononcer. Cependant, ce que je vais vous dire, c'est qu'on met énormément d'efforts avec nos piégeurs.
puis aussi avec la population et nos partenaires de la faune pour faire connaître les dangers de circuler avec un chien qui n'est pas en contrôle ou en laisse. Oui, c'est interdit dans un règlement municipal, ça, en partant. Oh, oui. Mais quand on est dans un milieu périurbain ou agroforestier, en période de piégeage, c'est-à-dire de façon générale, dépendamment où on se situe en province, entre le 18 octobre et le mois de mars, il faut réellement penser que c'est une activité qui existe au Québec. Mais plus que ça, M. Wells, on piège dans les municipalités aussi à la demande des municipalités. Quand il y a des problématiques reliées au castor, quand il y a des problématiques reliées à d'autres animaux là, qui viennent réellement nuire ou causer des dommages, les piégeurs du Québec qui sont certifiés, ont des ententes, puis ils sont compris, ou du moins ils sont énumérés sur un permis SEG, un permis scientifique d'études ou de gestion, et puis on intervient à la demande des municipalités. Alors après ça, écoutez, il arrive des événements malheureux, c'est pas parce que... on dit mon chien est décédé suite à une capture dans un piège ou dans un collet qu'on doit immédiatement réglementer puis demander à ce que ce soit réglementé. La première vérification qu'il faut faire, c'est est-ce qu'un des deux est en infraction? Est-ce que la personne qui a installé les pièges possède les qualifications avant de porter un jugement ou de mettre au pilori quelqu'un qui trappe là, dans un endroit où il est autorisé puis qui respecte toutes les règles éthiques et les règlements. Oui, dans ce cas-là, avec tout ce que les gens demandent, c'est comme si la médication était plus importante que la maladie. Mais il reste quand même que ce qui se passe actuellement, ça porte quand même ombrage à votre fédération qui risque peut-être de se retrouver avec des règles non essentielles. C'est pas une réglementation qui va s'ajouter à celle que vous avez déjà, qui va régler le problème. Il y a peut-être aussi et sûrement une éducation à faire auprès des propriétaires de chiens eux-mêmes. De notre part, nous autres, on a eu des échanges régulièrement avec les associations de chiens de chasse, de chiens courants, de chiens de sang, pour faire connaître pendant la chasse au chevreuil. Moi, je vais vous dire, j'étais assis dans ma cache, là, et au cerf de Virginie, et je vois deux chiens qui arrivent. Puis c'est pas les chiens du propriétaire de la terre où je suis, là. Puis je vais vous dire, ils sont attirés par les odeurs. Les odeurs se trouvent près de nos salines. Là, il est rendu directement dans le spot de chasse. Puis ça arrive régulièrement, ça. Au Québec. Ouais, écoutez, on demande aux voisins d'attacher son chien, puis c'est toujours accidentel qu'il se soit libéré là, ou détaché. Là. Mais écoutez, face aux animaux de compagnie, en période de chasse, de pêche, la pêche, pas de problème, de chasse et de piégeage, plutôt, excusez-moi, il y a des incidents qui arrivent, c'est toujours déplorable. Il n'y a pas personne qui se réjouit de ça. Là. Oui, puis j'ajouterais là-dessus que c'est pas pour rien qu'à Port-Meunier, qui est le seul village de l'île d'Anticosti, où on retrouve près de 200 résidents durant l'hiver, puis ça quadruple durant la saison estivale, que les chiens sont carrément interdits. Puis ça date pas d'hier, ça date de l'époque de Meunier, d'Henri Meunier, qui, en faisant l'acquisition de l'île, il voulait en faire son arche de Noé, il voulait importer plusieurs espèces d'animaux, puis lui, il avait interdit les chiens de peur qu'un chien, peu importe la race, mais sûrement des chiens comme, je peux parler peut-être du Doberman ou du berger allemand ou peu importe, de peur que ces chiens-là quittent le village et se rendent dans la sauvagerie de l'île et qu'ils deviennent prédateurs. Donc, le même phénomène peut aussi se présenter et c'est pour ça donc que le ministère interdit aussi les chiens dans les ravages, dans des endroits où le gibier va se reposer ou s'abriter durant l'hiver. C'est pour pas que les chiens deviennent carrément des prédateurs de gibier, d'animaux à fourrure, comme aussi des animaux comme les cervidés. Donc, c'est pas, ça tombe pas du ciel, c'est pas inventé de toutes pièces, là, c'est des réalités avec lesquelles on doit composer. Mais je vais vous dire, de notre côté, nous autres, là, M. Wells, on est prêt à accorder une pleine collaboration avec nos partenaires dans ce dossier-là. Nous avons la certitude que le piégeage au Québec est suffisamment réglementé, contrôlé, et les piégeurs suivent des formations qui les amènent à connaître la réglementation, les codes d'éthique, puis doivent se comporter réellement là, de façon adéquate s'ils ne veulent pas se retrouver avec des problématiques dans ce style-là, qui peut amener exactement aussi pour quelqu'un qui ne respecte pas les règles ou qui travaille des poursuites au civil, là, ça peut arriver. Là. Si moi je manque aux règles, je suis poursuivable au civil, mais
c'est pas une question d'argent, c'est qu'un animal de compagnie, souvent on le considère même autant qu'un membre de la famille. Je suis propriétaire de chien, puis je vais vous dire une chose, c'est que si je sors avec mon chien d'automne, en période de chasse, là, j'ai un dossard pour mon chien qui est orange, pour le préserver. Ben oui. Je le tiens en laisse, en plus, puis il doit être en contrôle. Quand je chasse au champ avec, parce que c'est un laboratoire pour les oiseaux migrateurs, c'est un peu différent, mais mon chien est en contrôle. Et là, lorsqu'on on lit que les pétitionnaires réclament une signalisation obligatoire visible dans le secteur de trapage actif et d'identifier chaque piège par un numéro de permis, ça veut dire, à ce moment-là, si on lit entre les lignes, que l'animal devrait être aussi accompagné par son propriétaire ou par un membre de la famille, parce que, à ce que je sache, un chien ou un chat, ça ne nie pas. Donc, quand bien même qu'il y aurait une pancarte disant « il y a un piège ici, pas loin, faites attention », le chien ne le verra pas, là. Effectivement. Et après ça, on va y aller que ce soit dans les ecs, que ce soit sur les terres de la couronne ou quoi que ce soit, quand la période de piégeage commence, les gens, normalement, les usagers sont au courant. Puis si on circule dans l'agroforestier ou en périurbain, généralement, ce sont toutes des terres privées. Quand on embarque sur la terre de quelqu'un avec un chien, il y a des informations, des autorisations préalables à avoir. Puis c'est la même affaire pour le trappeur. Même affaire pour le trappeur. Et là, maintenant qu'on a dit tout ça, là, quelle attitude entendez-vous adopter face à cette pétition qui, on va se le dire, prend de l'ampleur? Hier, je parle de la date du 13 janvier, on parlait au-delà de 6 000 signataires, et ça risque d'augmenter parce que la pétition se termine à la fin ou à la mi-mars. Donc, il reste encore quelques mois pour que les gens puissent se manifester. Mais vous, quelle attitude adoptez-vous dans ce dossier-là? Est-ce que vous laissez le train passer? Est-ce que vous avez envie d'embarquer dedans, puis d'aller voir ou d'en parler avec Mme mais Maïté Blanchette-Vézina pour faire valoir votre point de vue, puis aussi allez-vous, si ça va plus loin, est-ce que vous allez peut-être avoir l'intention de rencontrer les gens du ministère pour établir peut-être une nouvelle réglementation qui est déjà très lourde d'avance, mais une nouvelle réglementation pour satisfaire ces pétitionnaires-là, mais là, qui viennent de partout au Québec, là? Il y a une chose, M. Wells, je vais vous dire, c'est difficile de mettre en place un règlement qui va être plus restrictif que ce qu'on a dans le moment. Notre interlocuteur principal, c'est le ministère et les partenaires de la faune, que ce soit le réseau ZEC, les pourvoiries, la CEPAC et les chasseurs et pêcheurs. La FDCP représente tous les résidents du Québec qui sont des utilisateurs de la faune. Et puis, avec le ministère, on va regarder de quelle façon on va se comporter. Notre position au moment où on se parle pour nous autres, on ne peut pas être plus réglementé que ça. Et puis, l'identification des pièges ou quoi que ce soit, je ne penserais pas que ce soit faisable et contrôlable. Quand même qu'on le demandera, regardez, là, il faut que ce soit quand même réalisable et contrôlable. Ça ne donne rien de réglementer quand on n'est pas capable de le faire, puis moi, j'y vois pas aucune utilité. Alors donc, il faudrait quand même que les gens commencent par appliquer la réglementation municipale. Dès qu'il sort de la limite de la propriété, le chien doit être tenu en laisse et non pas, on ne doit pas ouvrir la porte le matin puis on dit à Pitou, allez, va faire ton pipi puis tu reviendras tantôt. Faut pas faire ça parce que surtout s'il y a des boisés à proximité, ben là, l'animal risque de s'en aller en forêt puis de suivre sur une ligne d'odeur puis partir après un animal quelconque. C'est ce qui gère souvent la direction que le chien va prendre. Là, ce sont les odeurs. On sait que les trappeurs utilisent des appâts quand on trappe, souvent, dépendamment du piège qu'on utilise. Puis le piégeage au Québec, c'est une activité faunique légitime, légale. Oui, parce qu'on compte quand même 7490 permis de piégeage au Québec, donc qui se sont vendus en 2024-2025. Donc, ça veut dire que généralement, en moyenne, c'est 7000 permis. On peut dire que le piégeage se comporte quand même très bien, même si peut-être le marché de la fourrure est moindre qu'il était, mais il reste quand même que c'est une activité qui permet aussi de maintenir l'équilibre de différentes espèces. Il y a des gens qui se plaignent qu'on ne voit plus de perdrix. Les perdrix sont en diminution. Oui, mais le lynx est en augmentation, le renard est en augmentation, donc les prédateurs sont en augmentation. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas trop de trappeurs à 7500. Ça en prendra encore beaucoup plus pour maintenir totalement l'équilibre des différentes espèces que je viens de vous mentionner, là.
C'est ça. Puis toutes les interventions de piégeage au Québec, là, en période légale, l'automne, il ne faut pas rendre ça plus difficile que c'est. Il y a toujours un caractère social de relié à ça. Aux abords des municipalités, plus qu'il va se prendre de castors, mieux c'est pour les municipalités. Parce que, les ruisseaux, il n'y a pas d'embord qui se crée, il n'y a pas de dommages aux infrastructures routières. Puis de plus en plus, là, je vais vous dire, il y a moins de piégeurs, ça piège beaucoup moins que là, 30 ans, 40 ans, 50 ans, parce que le prix n'est pas tout à fait là. Ce sont des passionnés, mais il faut se dire qu'il y a des municipalités qui sont réellement contents quand ils sont capables de trouver un trappeur qui va aller capturer des animaux nuisibles parce qu'ils menacent les infrastructures. Si on se met à réglementer, puis même le travers et le piégeage, là, M. Wells, là, en pleine ville, ça existe, là. Ça existe à Montréal. Dans des parcs, il y en a qui ont été obligés de capturer des coyotes puis des renards réellement à Montréal. Puis il faut se soucier aussi de l'autre caractère. Dans la région de Montréal, Montérégie, puis tout ça, la propagation de la rage a été fréquente au cours des dernières années. Les trappeurs sont toujours les premiers sollicités. Maintenant, il se fait beaucoup de dépendage de vaccins pour le raton laveur puis tout ça. Mais il faut se dire que, si on interdit le piégeage à proximité des municipalités ou quoi que ce soit, ben, il faut y penser peut-être à 2 fois. Là, parce que, le piégeage est une activité phonique puis économique légale, puis il y a aussi un caractère social relié à ça. Oui, c'est ça. On aime bien les travers lorsqu'ils viennent nous aider à se débarrasser d'une espèce importune, mais lorsque c'est pas le cas, ben là, on veut les réglementer et ce n'est pas la bonne chose à faire. Alors donc, Lucien Gravel, vous êtes le directeur général de la Fédération des trappeurs gestionnaires du Québec. Ben, je vous remercie de votre participation à Rendez-vous Nature. Vous nous avez éclairé sur bien des facettes de cette pétition et de ce mouvement qui est enclenché. On va continuer à suivre ça, puis on va sûrement avoir à se reparler. Et je vous dis merci et donc à une prochaine fois. Ça me fait plaisir, M. Wells. Bonne journée, vous et tous vos auditeurs. Merci. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux 4 coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Vous êtes dynamique, autonome et passionné par la vente? L'entreprise Buck Thorax est à la recherche de représentants commerciaux pour développer son territoire. Buck Thorax, c'est une entreprise canadienne bien établie, offrant des produits spécialisés et des commissions très avantageuses. Horaires flexibles, terrain et télétravail, bilinguisme requis, salaire à commission et royauté. Un défi stimulant, quelques mois par année, dans une équipe solide. Intéressé? Envoyez votre CV dès maintenant à info@buck-thorax.com ou visitez buck-thorax.com. Buck Thorax, faites carrière avec nous. Pour l'aventure, pour les souvenirs, pour la nature. Pour changer d'air, il y a les Pourvoiries du Québec. Allez-y une fois et vous y retournerez pour les levées de soleil, la pêche, le bon temps. Vous n'êtes qu'à un clic de changer d'air. Visitez le pourvoirie.com. La Fondation de la faune du Québec s'associe à Rendez-vous Nature. Chasseurs, pêcheurs ou trappeurs, à l'achat d'un permis annuel, vous aidez la Fondation de la faune qui tient aussi des campagnes de financement et des activités bénéfices. De 6 à 7 millions sont investis chaque année pour une faune abondante et en santé. Tel un centre-aide, la Fondation redistribue de l'argent aux organismes et associations de chasseurs et pêcheurs. 200 projets d'aménagement faunique sont réalisés annuellement dans les milieux humides et les forêts pour l'habitat des gibiers terrestres et la sauvagine. Le programme Pêche en herbe initie les 9 à 12 ans au plaisir de pêcher. La Fondation de la faune du Québec s'active depuis 30 ans pour conserver et mettre en valeur la faune et ses habitats. La Fondation de la faune, fier partenaire de Rendez-vous Nature. Partout au Québec,
De retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. De retour à Rendez-vous Nature, après la période des fêtes, bien c'est toute l'industrie de la chasse et de la pêche et du plein air qui passe en mode promotion en prévision de la prochaine belle saison. La CEPAC donne le coup d'envoi avec les tirages au sort de la grosse chasse et les inscriptions prennent effet d'ailleurs le 15 janvier pour l'orignal et le cerf dans le réseau des réserves fauniques et le cerf meunier de CEPAC Anticosti. Puis les amateurs se rapprochent physiquement et concrètement de leurs activités préférées avec le retour des salons spécialisés de l'industrie. Gaétan Mondou est le plus grand promoteur de ces événements au Québec. Il organise avec sa conjointe Sylvie Mimaud les 4 salons nationaux de la pourvoirie chasse-pêche plein air de Lévis, de Laval, de Trois-Rivières et de Sherbrooke. Gaétan Mondou, je te rejoins en plein préparatif du Salon national de la pourvoirie chasse-pêche plein air à Lévis du 15 au 18 janvier. C'est au Centre des congrès. C'est le premier de ta série de 4 salons. Toi et ta conjointe Sylvie, vous êtes pas à votre premier événement. On le sait, vous en avez fait près d'une centaine. Mais là, ça a commencé comment cette aventure de toi et Sylvie dans le monde des salons? Ben écoute, ça a commencé par Sherbrooke, Trois-Rivières à l'époque. Ça appartenait à un certain monsieur Lajoie, qui était un peu menteur, mais c'est pas grave, c'est normal dans le domaine, ça a l'air. À l'époque, moi, je montais des kiosques, dans une compagnie de kiosques, je montais des scènes dans les salons. Puis le monsieur était rendu à 75 ans, il voulait un peu lâcher la bride, puis il est tombé, on dirait, brut pour point à la bonne place, à un bon moment. On a acheté Sherbrooke, Trois-Rivières. Après, à la suite du décès de Jacques, qui avait les salons de Québec et Montréal au niveau de pourvoirie, qui est décédé, sa femme m'a appelé pour que je prenne la relève, puis on l'a fait avec grand plaisir. Là. OK, là, tu parles de Jacques Forêt. Oui. En passant, pendant qu'on parle de salon, bon, cette année, on a encore 4, mais en 2027, il y aura un 5e ajout qui se rajoute. Là. C'est pas être Gatineau. À Gatineau? Oui. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de salon, puis les gens attendent ça vraiment avec une grande impatience. Ça va vraiment être un beau show, je pense, à Gatineau. Là. Puis à Gatineau, ça va être le dernier de la liste ou ça va être en premier? Ça va marcher comment? Je dirais qu'il va être entre Laval, Lévis, puis Sherbrooke, Trois-Rivières. Il va être entre les deux. Mais ce qu'on ne sait pas, puisque les gens ne savent pas trop, là, c'est que toi, avant d'être un promoteur de salon, tu étais aussi un pourvoyeur. Tu avais la pourvoirie du lac du Repos. Oui, le lac du Repos pendant 11 ans, quand même 14 chalets, 50 bateaux, 22 lacs. Donc, on connaît le domaine un peu. L'autre, c'est plus la pêche et relais motoneige, vraiment là, un gros relais motoneige. Un des plus gros en Haute-Saint-Michel-des-Saints. Tu es un très, très bon chasseur, mais il faut évidemment, puis que aussi tu affectionnes particulièrement la pêche dans les pays chauds, comme la pêche des merlus à 30 ou 40 livres. Ah, justement, alors donc, j'arrive du Mexique, j'étais au Mexique pour le jour de l'an. On était à Los Cabos pour le marlin, puis vraiment, on a eu une pêche. On a pogné, je pense, 10 marlins en 3 jours, qui était vraiment incroyable. Qu'est-ce qui t'attire surtout chez ce poisson-là? Parce que c'est un poisson qui peut atteindre quand même jusqu'à 50 livres et plus, là. Au Mexique, il y a beaucoup de marlins, mais c'est pas des monstres. Tu sais, si on parle du Sénégal, moi, dans un mondial, on a croisé un poisson, pas moi, mais un autre compétiteur dans le mondial, 1200 livres, tu sais. Ah ouais, tant que ça, c'est bon. Ouais. Quand tu as parlé tantôt de la pourvoirie à Saint-Michel, c'est Saint-Michel-des-Saints, ça, je pense, hein? Oui, j'étais en Haut-Saint-Michel. Moi, j'avais du doré, brochet, grise et moucheté. Mais là ça prend quand même des gens vraiment passionnés, parce que c'est tout un monde que celui de l'industrie de la chasse et de la pêche, puis je dirais surtout celui des salons, là. C'est certain aussi que le succès aide à demeurer dans cet univers un peu particulier. Mais toi et Sylvie, vous êtes rendus finalement les doyens dans le domaine. Puis justement, la Fédération des pourvoiries du Québec vient de vous rendre hommage en vous décernant le prix Réal Melançon qui reconnaît les personnes ayant contribué à faire rayonner les pourvoiries au Québec. Toi puis Sylvie, vous demeurez quand même toujours humble, discret, mais tu as réagi comment à part de dire que tu étais très heureux? C'est quand même une valorisation importante, là. Ben écoute, j'ai eu une petite larme, c'est rare que je suis pas un broyeux, mais j'ai eu une petite larme quand même. Il y a un peu d'humain en toi. Ouais, non. Juste ce qu'on pense, c'est pas si tout le temps la carapace, tu sais. Oui, justement. Bon, de toute façon, ça prend une carapace dans un salon. Tu sais, as vu des salons, tu connais ça aussi. Tu sais. Oui, j'ai fait 19 salons, puis pour endurcir encore plus ma carapace, j'ai été journaliste pendant une quarantaine d'années. Fait que ça fait des bonnes carapaces. Ça fait quasiment des armures. Mais là, donc, si on revient au fait que là, tu entreprends ta série de salons, donc ça se passe à Lévis cette semaine. C'est le premier, c'est du 15 au 18 janvier. Puis ça se présente comment? C'est toujours complet, j'imagine. Tu as une centaine d'exposants, comme d'habitude. Cette année, il y a quand même plusieurs nouveautés. Bon, bien sûr, on parle toujours d'un salon de la pourvoirie. Donc, notre force, c'est vraiment des pourvoiries. Tu sais, quelqu'un qui va acheter un 4 roues, il ne vient pas nous voir ici, là. Il va aller ailleurs. Mais si nous autres, c'est vraiment pourvoirie,
Après, bien sûr, on a du Connect, boutique chasse de pêche, magasin de pêche, il y en a beaucoup, Bruno Morancy, dépôt chasse de pêche, des arbalètes, des carabines, on a tout ça sur place. Mais le primo, c'est le chasse de Pauvoirie. Oui, mais je voyais que lui, il est toujours aussi fidèle que toi. C'est que Normand Ott, le spécialiste d'Orignal, il fait partie de tes meubles, finalement, depuis longtemps. Oui, lui aussi, ça fait un bout de temps qu'il est là. Je pense que depuis le début même, je dirais, depuis le début. Ben oui. La nouveauté qu'on a cette année, c'est vraiment un professionnel des sonores. Tu sais qu'un sonore, ça va jouer entre 500 pièces jusqu'à 5000 pièces. Les gens l'achètent des fois à 4000, mais ils connaissent pas ça, pas en tout. Dans le fond, il a fini de chien à 15 cents, à fait de la job. Là, on va démystifier le sonore en fin de semaine. L'espère va être là sur place, des cliniques de ça, expliquer le produit, démystifier. Ça prend un sonore de 5000 pièces ou un de 1500 pièces. On va en parler ensemble. Oui, c'est bon de démocratiser un peu le monde des sonores. C'est tellement, quand tu regardes l'appareil, ça devient tellement compliqué. Les gens ne savent pas comment ça fonctionne. Ils pèsent ici et là sur les pitons, mais ils ne connaissent pas toutes les possibilités que peut avoir. On dirait que sur, mettons, 20 fonctions, ils en connaissent 2 sur 20 fonctions, grosso modo. Oui, le on and off. Mais dis-moi, il n'y a pas aussi un genre de nouveauté concernant un simulateur de chasse et de pêche? Oui, justement... Bon, la chasse est rentrée samedi. On a fait des tests chez moi. Ça va super bien. Vraiment, ça a évolué ça aussi comme le reste. Hein. On avait à l'époque, les graphiques sont magnifiques. Les sangliers, les orignaux, les canards, et même des cibles en compétition avec des chums. C'est vraiment top, là, tu sais. Celle de pêche, écoute, il devrait rentrer aujourd'hui. Mais la femme n'est pas avec moi aujourd'hui parce qu'elle est encore stand-by à la maison. Puis celle de pêche arrive d'Europe. Il doit arriver après-midi. Quand il arrive, on l'installe au salon pour faire des tests avec ça. Celle de pêche, c'est quelque chose aussi, là. C'est vraiment un écran, une grosse TV géante, puis les poissons, ils attaquent, le marlin, mettons, là. Excuse-moi, tu as une chaise, tu lèves ton cul de la chaise, que la canne te tire tellement que tu débarques de la chaise. Ah oui, c'est très réaliste, là. C'est très réaliste. Ah oui, vraiment direct, là. Tu as trouvé ce genre de simulateur-là du côté de l'Europe maintenant, là? Ben oui, il n'y a plus rien. Il y en a un qui a demandé aux États-Unis, mais comme il n'y a pas le droit d'en vendre au Canada, il faut passer par l'Europe. La chasse vient de Suède. Même celle de pêche vient de Suède aussi. Ah, Caroline, ça va être à voir. Ben moi, j'espère que je vais aller pouvoir faire un tour. Puis je pense que c'est un moucheur toi-même, non? Ben écoute, ça fait un petit bout de temps que je peux aller au saumon. Là, je suis plus rendu en mode Afrique, donc au marlin, on ne bouge pas trop. Mais éventuellement, on va retourner sur mon saumon encore. Là. Je te remercie beaucoup. Je te souhaite de bons salons. Puis je suis toujours content de te parler. Puis on se reparlera bientôt. Écoute, merci. Si tu salut. venir ce week-end, ça me ferait plaisir. Je serai assis mon studio de pêche qui se passe ce week-end. OK, salut. Merci. Bye-bye. Merci à toi. Bonne journée. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux quatre coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Vous êtes dynamique, autonome et passionné par la vente? L'entreprise Buck Thorax est à la recherche de représentants commerciaux pour développer son territoire. Buck Thorax, c'est une entreprise canadienne bien établie, offrant des produits spécialisés et des commissions très avantageuses. Horaires flexibles, terrain et télétravail, bilinguisme requis, salaire à commission et royauté. Un défi stimulant, quelques mois par année, dans une équipe solide. Intéressé? Envoyez votre CV dès maintenant à info@buck-thorax.com ou visitez buck-thorax.com. Buck Thorax, faites carrière avec nous. Pour l'aventure, pour les souvenirs, pour la nature. Pour changer d'air, il y a les Pourvoiries du Québec. Allez-y une fois et vous y retournerez pour les levées de soleil, la pêche, le bon temps. Vous n'êtes qu'à un clic de changer d'air. Visitez lepourvoirie.com. La Fondation de la faune du Québec s'associe à Rendez-vous Nature. Chasseurs, pêcheurs ou trappeurs, à l'achat d'un permis annuel, vous aidez la Fondation de la faune qui tient aussi des campagnes de financement et des activités bénéfices.
De 6 à 7 millions sont investis chaque année pour une faune abondante et en santé. Tel un centraide, la Fondation redistribue de l'argent aux organismes et associations de chasseurs et pêcheurs. 200 projets d'aménagement faunique sont réalisés annuellement dans les milieux humides et les forêts pour l'habitat des gibiers terrestres et la sauvagine. Le programme Pêche en herbe initie les 9 à 12 ans au plaisir de pêcher. La Fondation de la faune du Québec s'active depuis 30 ans pour conserver et mettre en valeur la faune et ses habitats. La Fondation de la faune, fier partenaire de Rendez-vous Nature. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. De retour à Rendez-vous Nature, le groupe Born to Hunt célèbre ses 10 ans de tournage en 2026. Pour célébrer cet événement, les 4 Franco-Ontariens ont décidé de prendre la route et de s'arrêter dans plusieurs villes, dont Embrun, en Ontario, ce 17 janvier, à Kapuskasing, le 7 février, Saint-Lazare, le 20 février, Baltimore, dans l'Outaouais, le 27, à Gracefield, le 28 février, à Trois-Pistoles, le 10 avril, et le lendemain, 11 avril, à Rimouski, puis à Amos le 2 mai et Sherbrooke le 22 mai. D'autres villes pourraient s'ajouter. Ces soirées Born to Hunt se tiennent sous le thème « Chasser, c'est bon » et présentent des histoires faites exclusivement ou réalisées pour le grand écran. On connaît surtout Born to Hunt pour ses 125 émissions diffusées en français et en anglais sur diverses chaînes de télévision. Et pour nous en parler, un guide de chasse dans le territoire Chaloupe sur l'île d'Anticosti, Samuel Saint-Laurent, promoteur de la venue de Born to Hunt à Rimouski. Samuel, on vient de parler de ces soirées Born to Hunt. Il faut dire que tu es un proche des 4 partenaires du groupe parce que tu les as rencontrés, tu as chassé avec eux en Nouvelle-Zélande récemment, puis c'est là que vous avez établi un contact. Exact, oui. J'ai eu la chance de découvrir les boys dans un tournage qu'ils faisaient en Nouvelle-Zélande. Puis je pense que le contact s'est fait. Là, on est devenus amis assez vite, merci. Là. Oui, on parle de Miguel Bellil, de Éric Lasselle, et il y a 2 frères, Éric et Martin Marion. J'aime ça, exactement. Ouais. Moi, j'ai plus côtoyé Miguel et Martin lors de ce tournage-là. Les 2, Éric, qui dans le fond, il était à l'extérieur aussi pour un tournage. Fait qu'il y avait comme 2 tournages en même temps. Là. L'équipe était split, si on peut dire ça comme ça. Fait que j'ai eu la chance de les connaître. Puis cet automne, là, j'ai vu l'annonce là, qu'ils commençaient à tâter le terrain pour des villes. Moi, j'ai dit, c'est sûr que ça prend une place à Rimouski. On est une communauté assez grande de chasseurs dans la région. Fait que j'ai tout de suite contacté Miguel là, au niveau d'organiser une soirée à Rimouski là, le 11 avril prochain. OK. Puis lors de la chasse que tu as fait en Nouvelle-Zélande avec les gens de Born to Hunt, il y a un film qui a été produit. Est-ce qu'on va voir ce film-là durant la tournée? Oui, exactement. Là, il va y avoir des segments présentés pendant la tournée. Pour ce qui est du monde qui ne sont pas amateurs, pour avoir été là, je vous le dis, juste côté paysage, ça va être incroyable. Les animaux, ça va être des animaux mythiques là, de la région qui en font rêver plusieurs. Ça va être vraiment là, quelque chose d'intéressant à ce niveau-là. Puis ça va sortir un petit peu là, de ce qu'on connaît d'habitude, là, du conventionnel, si on peut dire ça comme ça. Là. Fait que ça va être un rendez-vous à pas manquer là, pour ces segments-là. Là. C'est parce que, si je comprends bien, ce sont des films qui sont produits pas nécessairement au Québec, mais des films qui donnent le goût aux chasseurs de connaître aussi d'autres espèces exotiques et d'aller sur d'autres continents pour les chasser. C'est un peu ça aussi, de montrer des nouveaux types de chasse, de nouveaux paysages, de nouveaux décors. Et l'esprit de Born to Hunt repose là-dessus. Là. Oui, exactement. Eux autres sont beaucoup accentués sur le partage, puis ils ont eu la chance justement de faire des réseaux de contacts un peu partout dans le monde. Fait que là, ils veulent partager ces images-là avec la clientèle. Puis c'est vraiment, là, tu sais, on sort du conventionnel, des grosses chasses en montagne, dans des pourvoiries assez intéressantes, puis belles à regarder aussi. Il va y avoir de l'orignal, il va y avoir du chevreuil au cours de la soirée, là. Mais encore là, dans des places, là, moi, je vais parler d'Anticosti, Terre-Neuve, des places un peu que le monde, moi j'aimerais ça y aller, mais j'ai pas l'occasion puis la chance d'y aller, mais je vais pouvoir visionner ça là, avec eux et avec tout le monde lors de cette soirée-là. Là. Ouais, t'as pas la chance parce que tu fais pas partie de l'équipe de Born to Hunt puis que tu travailles aussi sur l'île d'Anticosti. C'est ça. Faut malheureusement... Je suis chanceux, je suis à Anticosti, j'en profite avec mes clients.
Mais j'aimerais tellement toutes les faire en même temps, là. Je peux malheureusement pas, là. Mais j'ai vu que le thème de la tournée, c'était « Chasser, c'est bon ». Qu'est-ce que le groupe veut dire par « Chasser, c'est bon ». C'est bon pour tout le monde, chasser. Si ça serait pas bon, il n'y aurait pas autant d'amateurs de ça. C'est bon en contact humain. Tu sais, quand on s'en va en gang dans le bois, ça fait du bien à l'esprit, ça fait du bien au bonhomme, si on peut dire ça comme ça, là, d'être en gang, de partager des belles histoires au travers de ça. Parce que c'est pas juste de récolter un gibier, la chasse, il y a pas mal plus en arrière. Les moments présents avec tes proches, des nouvelles connaissances, des partages d'expériences. Et que ça, c'est un tout, je crois, que c'est bon pour tout le monde, dans le fond, de ça. Ça va te faire découvrir plein de belles choses sur toi-même. Même des fois, le monde, ils vont se découvrir un peu, là, pousser les limites de ça. C'est une belle façon de le voir que c'est bon pour plusieurs facettes, là, la chasse. Oui, puis c'est bon aussi pour la conservation des espèces, parce que s'il n'y avait pas de chasse, il y aurait une explosion, puis là, il y aurait des difficultés, il y aurait des maladies, il y aurait d'extinction même de certaines espèces. Et ces soirées auront essentiellement le même contenu, autant à Rimouski que du côté de l'Ontario ou que du côté de l'Outaouais. Ça va être les mêmes films qui vont être présentés partout, là. Oui, ils veulent vraiment comme présenter les moments forts de leur tournée, là. Puis, c'est sûr, là, comme je vais me répéter, pour avoir fait partie de l'événement de 1, ça va être vraiment des choses incroyables à regarder visuellement parlant. Là. J'ai vu des shots passer que j'étais comme, aïe, ça va être capoté raide, là. On parle de peut-être 1h30, 2 heures de visionnement. C'est sûr qu'on a beaucoup de prix de présence aussi au travers de ça, de la soirée. Puis les gars sont plus en vibe partagés avec le public, tu sais, de prendre le temps de jaser avec le monde qui vont être sur place, d'interagir avec eux. Fait que c'est sûr qu'on parle d'une soirée qui va peut-être étirer un peu, ça de prendre une petite consommation, jaser avec un peu tout le monde. Fait que c'est ça peut étirer là, quand même. On parle d'une soirée de peut-être 3-4 heures, là. Les bénéfices de la soirée vont être remis à un club de la région. Ça va se passer un peu comme ça dans chaque ville où la série va être produite, la tournée va être produite. Mais à Rimouski, vous avez choisi de partager avec le Club des Archers. Pourquoi? Parce qu'à la base, moi, je fais partie du Club des Archers. Je suis un gars qui aime beaucoup le tir à l'arc. Et je trouvais que c'était important un peu d'essayer de raviver l'enthousiasme de ces clubs-là dans la région. On est une belle, comme je disais, on est une belle communauté de chasseurs. Il y a beaucoup de personnes qui pratiquent le sport du tir à l'arc. Fait que c'était une belle occasion là, de remettre un petit peu le Club des Archers de Rimouski, de le faire sortir un petit peu de la salle, dans le fond, que le nom sorte, d'attirer des nouveaux membres aussi. On fait ça aussi pour le club, puis il va y avoir une partie des bénéfices pendant la soirée qui va aller au club junior, parce qu'on a une équipe junior qui font de la compétition. Je trouve que c'est une belle façon là, de promouvoir des belles valeurs du sport, la persévérance, la constance, parce que le monde qui font de l'archerie savent que tu n'as pas le choix d'être constant. Tu peux pas t'asseoir sur tes lauriers puis ça va aller bien. Tu n'as pas le choix de persévérer. Puis je trouve que c'est des belles qualités à prôner puis à encourager justement les jeunes du club, dans le fond. Là. C'est un sport quand même qui a pris d'importance même dans l'organisation des Jeux du Québec. Il y a eu des compétitions d'archers, justement, puis les gens disaient, les jeunes, que ça facilitait leur concentration, leur motivation, les horaires de pratique. Donc, ça favorise un encadrement qui est très sain pour l'enfant, mais pour le jeune, c'est-à-dire. Donc, j'imagine aussi qu'il va y avoir, à travers ça, comme tu viens aussi d'Anticosti, il va y avoir un film sur la chasse sur l'île d'Anticosti. Oui, supposé, oui, ça a l'air à ça. Mais oui, il va y avoir des gibiers connus, là. Il va y avoir des gibiers connus, là, comme le chevreuil et l'orignal, là. Ils ont travaillé fort pour arriver avec des beaux résultats, là, des beaux montages, là. Est-ce que tu sais si c'est le genre de tournée qui arrive parce que c'est le 10e, seulement après, il n'y en aura plus, ou si ça risque de prendre le chemin à chaque année, comme le font d'autres organisations comme Bête de chasse ou comme Chasse-au-Maniac? Ben, les gars, pour le moment, ils visualisent plus comme un 6e anniversaire. On fait un spécial, on partage ça avec le public. Si ça lève, peut-être qu'il va y avoir certains endroits visés pour des tournées futures. En même temps, c'est la promotion de l'émission, parce que ça existe depuis 10 ans. C'est diffusé en français et en anglais. Donc, c'est ça. Puis donc, en même temps, c'est une promotion pour eux. Mais comme on parlait d'Anticosti, moi, tu sais, j'ai toujours eu des informateurs qui sont toujours bien informés. Puis il y en a un qui me dit que la gang, il m'avait dit ça comme ça, là, la gang, de la gang de Samuel Saint-Laurent,
qui lui est un gars de Saint-Donat, mais qui guide dans le secteur Chaloupe sur Anticosti, avait guidé un client qui, en 1h30, avait récolté 200, totalisant 17 pointes. Est-ce que c'est une réalité ou bien non, c'est une légende forestière? C'est une réalité. On a bien fini notre saison. Dans le fond, mon client, que j'ai eu la chance d'ailleurs de partager déjà un voyage, c'était avec lui, j'étais allé en Nouvelle-Zélande. On est rendu vraiment proche, bodé. Puis lui, il est venu me voir là, à fin novembre à Lille. Puis on a fait une chasse assez exceptionnelle. C'était vraiment cool cette journée-là. Ça finit en beauté en plus. On a récolté un beau 10 pointes le matin. Puis en dedans d'1h30, on a fait environ, là, je vous dirais, 1000 pieds dans les mêmes ouvertures de mélèze. On a eu la chance de récolter un beau 7 pointes. Là. Je vous dirais limite 8, mais on va le catégoriser comme un 7. Fait que c'était vraiment un beau moment, un beau matin. Puis ce qui était le fun là-dedans, son garçon, 12 ans, il était parmi nous. Fait qu'il a pu partager ça avec son père. Là. C'était sa première expérience à Lille, le jeune. Puis ça a super bien été. Lui-même aussi, il a fait une très belle chasse. Fait que, tu sais, total de 17 points en 1h30, c'est quand même très bien, je pense, là. Fait qu'on a eu des beaux moments ensemble, là, puis c'était des belles récoltes, là. Mais de plus en plus, on constate qu'à Lille, il y a des jeunes. Là, tu me parles de ce garçon-là, qui est le fils de ton compagnon, mais il y a aussi une jeune fille de 12 ans qui a fait une belle chasse aussi durant l'automne dernier. Oui. Moi, j'ai été choyé cette année. J'ai eu 2 jeunes, dans le fond, là, un peu côté relève, on va dire ça comme ça, qui sont venus avec leur papa. Puis moi, c'est venu me chercher du fait que j'ai une fille en bas âge qu'un jour, c'est sûr qu'elle va chasser. Ben, en tout cas, je l'espère. Fait que c'est venu me chercher automatique. Puis je prêche aussi pour la relève. Puis c'est ça, la jeune là, Mia, elle aussi a pu récolter un beau boc mature avec une belle shot propre. On a fait une approche, puis j'y lève mon chapeau parce que il y a beaucoup de personnes d'expérience qui n'auraient pas fait ce qu'elle a fait malgré son âge. On a marché, on est allé extrêmement loin. Sérieusement, là, elle a fait ça comme une championne. Même Samuel, là, les deux, ils ont été bien encadrés, puis tu vois qu'ils ont eu un beau bagage partagé par leurs parents à la chasse. Là. Ils étaient conscientisés niveau sécurité, arme à feu, et aussi niveau gibier. C'est pas juste de tirer sur un animal. Là. Il y a vraiment tout l'ensemble de l'œuvre là, qui est important à être au courant, dans le fond. Oui, puis c'est surtout un tir propre et qui n'amène pas l'animal à souffrir. Parfait. Alors, donc, tout a été dit aux presses, puis quelques semaines avant l'événement, je communiquerai avec un membre de Born to Hunt pour qu'il nous en dise un peu plus sur le contenu de la soirée. Alors, Samuel Saint-Laurent, guide de chasse originaire de Saint-Donat, et aussi donc de l'organisation de la tournée Born to Hunt pour la région de Rimouski au mois d'avril, le prochain, le 11 avril. Alors, je te dis merci de cette entrevue. On va se reparler. Puis, salut mon chum, à la prochaine. Merci mon chum. Salut, là. Attention à vous autres. Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca. Pour profiter pleinement des plaisirs de la chasse ou pour déjouer le poisson, les destinations de la CEPAC vous proposent de vastes secteurs exclusifs, des taux de succès élevés, des outils cartographiques de pointe et surtout du personnel qualifié et passionné. Aux 4 coins de la province, vous pourrez pratiquer votre activité préférée le temps d'une journée, lors d'un séjour en camping ou encore dans l'un de nos confortables chalets. Accédez au meilleur territoire de chasse et de pêche du Québec. Réservez votre séjour dès maintenant à cepac.com. Vous êtes dynamique, autonome et passionné par la vente? L'entreprise Buck Thorax est à la recherche de représentants commerciaux pour développer son territoire. Buck Thorax, c'est une entreprise canadienne bien établie, offrant des produits spécialisés et des commissions très avantageuses. Horaires flexibles, terrain et télétravail, bilinguisme requis, salaire à commission et royauté. Un défi stimulant, quelques mois par année, dans une équipe solide. Intéressé? Envoyez votre CV dès maintenant à info@buck-thorax.com ou visitez buck-thorax.com. Buck Thorax, faites carrière avec nous. Pour s'évader, pour triper, pour la nature.
Pour changer d'air, il y a les Pourvoiries du Québec. Vous cherchez un chalet, un lac et des activités de plein air? Réservez dès maintenant vos vacances dans l'une des Pourvoiries du Québec. Visitez le pourvoirie.com. Bonjour, c'est en compagnie de Simon Lemay, le propriétaire de la Pourvoirie Le Chasseur. Bonjour Simon. Bonjour Denis. Simon, quel indice qu'un chasseur d'orignal peut retrouver sur le terrain pour lui aider à obtenir le succès? Une question un peu large parce C'est que ça dépend de la période, ça dépend des choses. C'est sûr que, Saison. écoute, là, quand on est en période de rut, on trouve une souille qui sent fort, ben écoute, là, il est à côté de toi, il est autour de toi. Là, C'est ça. Il faut qu'elle sente, là, parce qu'une souille de 24 heures, de 48 heures, ça sent plus beaucoup. Puis la souille, là, ils la réutilisent pas des tonnes de foie. Là, ils font du foie, là, vraiment, là, ils pissent dedans, puis là, ils se vautrent là-dedans. Là. Écoute, quand l'endroit où la souille est, c'est sûrement un endroit là, qui est le cœur du comportement d'accouplement. Puis ça, c'est sûr que c'est très chaud quand tu trouves ça. C'est réellement l'indice la meilleure. En tout cas, moi, toutes les fois que j'ai vu une souille fraîche dans mon territoire, j'ai toujours vu l'orignal en dedans de 1000 pieds à l'entour de la souille. Toujours. Ouais. Pas nécessairement récolté, mais tu le vois quasiment à coup sûr en dedans de 1000 pieds. Fait que là, tu trouves une souille qui pue, regarde, ouvre-toi les yeux parce qu'il est alentour. Il est pas loin. Mais à quelque part, je te dirais que quand tu es rendu à trouver la souille de même, t'es avancé beaucoup dans ton terrain. Ouais. Parce que moi, je trouve qu'en périphérie de la souille, il va y avoir une succession de robes. De frottage, un arbre pété, un autre arbre pété, un autre arbre pété, un autre arbre pété. Puis là, de ce côté-là, du chemin, on en a vu, puis de l'autre là-bas, on en a vu. Puis, regarde, là, c'est le site que ça se passe. Ouais. Moi, à partir de quand j'ai ce réseau de robage-là, là, j'attends la baisse condition là, le soir ou le lendemain matin. Puis là, je vais aller attaquer avec des vocalises en me plaçant à bon vent. Okay. Puis je sais que là, moi, dans la période de rut, je suis assez agressif. J'attends pas longtemps. Là. Ça veut dire que quand je cale, OK, j'identifie. Là, j'ai commencé femelle, j'identifie. Hop, j'entends une femelle. Oups, une autre femelle, là, j'entends une femelle. Là, elle est en chaleur. À un moment donné, bouf, une fois. Je m'approche, bouf. OK, là, je le localise bien. Je fais un peu de palette. Il fait de la palette, je refais un peu de palette. Il fait de la palette, il refait un peu de palette. Je monte dessus. OK. C'est fini. Je niaise pas, j'attends pas qu'il vienne. Là, je monte dessus. Comportement normal de l'orignal. Ça va souvent être ça. Lui, il est installé avec sa femelle. Puis là c'est le rituel amoureux. Puis là, il y a un compétiteur qui arrive. Là, la réaction est rapide. Okay. Puis des fois, qu'est-ce que j'ai remarqué, c'est que quand j'attends trop longtemps pour réagir, ben là, l'amoureuse, elle s'éloigne, puis elle l'appelle, puis on s'en va, puis plus rien. Fait que moi, quand je les ai en contact, là, je les lâche pas. Si tu calls, tu n'as pas de réponse, tu déménages. Le meilleur signe, on parle en période de rut, là. On est entre le 22 septembre puis le 5 octobre, là, ben, là, c'est sûr que c'est ce qu'on recherche. Les robes, les souris. Si on est avant le rut, y a-t-il des indices qui sont plus avant ou après? C'est sûr que c'est une question qui est large. Là. Avant le rut, ben là, c'est les frottages là, qui sont moins des robes agressifs. C'est plus dans les zones. C'est perdre des velours dans les zones, c'est brassage de feuillage, des zones, tout ça. Ça, c'est signe que quelques mâles. Les mâles sont souvent ensemble dans la période pré-câle. Là. Ouais. On est avant le 18 septembre. Là, ici, ça va perdre des velours, puis les mâles sont ensemble. Mais là, même des fois, tu trouves des bouts de lambeaux. Oui. Quoi qu'ils les mangent, c'est rare que tu trouves ça parce qu'ils les mangent, mais ça veut dire qu'ici, dans le coin, il y a des mâles qui cornagent, fait que c'est un endroit pour attaquer. Okay. Puis après ça, ben, tu auras toujours, peu importe quand dans la saison, avant, après, le broutage. Là, les empreintes, mais le broutage. Moi, le broutage, je trouve que ça parle beaucoup. Tu sais, une branche, elle est cassée. Ah, ça l'a 3-4 jours. Oh, ça l'a 6 heures ou 24 heures. Oh, puis là, quand tu en trouves beaucoup, ben, j'étais allé tantôt me promener une place qu'on n'avait pas chassé beaucoup dans le 16, puis ils sont arrivés là, dans l'érable rouge, tout est cassé, le son là. Si j'avais un orignal à le faire tuer, là, c'est une place j'irais. OK. Ouais. Toi, tu as les empreintes que le monde néglige, mais quand quelqu'un s'est identifié une empreinte fraîche, c'est bon, tu sais. Si tu fais ce qu'il y a des empreintes, il y a de l'orignal, puis tu as des chances d'en avoir. Oui, c'est sûr. Ouais. Une place comme à la Pourvoirie, c'est embêtant les empreintes parce que le terrain est très dur, dur, les rocheux, beaucoup. Terrain dur aussi. Les empreintes, c'est souvent juste des pointes.
Il faut développer sa vision. Là. En camion, là, tu peux vite faire le tour de la zone et dire qu'il n'y a pas d'empreinte, alors que quand tu débarques, pointe. Ça, c'est une pointe fraîche, ça, c'est une vieille pointe. Puis, c'est sûr que c'est pas dur partout, mais souvent, on reconnaît que le terrain est dur. Merci, Simon, de tes trucs. Merci beaucoup, Denis. Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells. Alors voilà, c'est comme ça que j'ai pensé animer votre Rendez-vous Nature de cette semaine de la mi-janvier. En terminant, vous dire que le 20e manquant souvenir de la Fondation de la Faune se tiendra du 9 au 26 février. Alors, prévoyez donc ce temps, sortez vos sous et ça va se tenir encore sous la présidence d'honneur de José Boily qui, on s'en souvient, avait succédé au regretté Jean Pagé, décédé le 1er janvier 2014, dont tous les profits amassés vont pour le programme Pêche en herbe qui initie les jeunes de 6 à 17 ans à la pêche sportive. Et grâce à la collaboration donc de nombreux partenaires du réseau de la faune, des médias, dont Rendez-vous Nature et de plus de 200 commanditaires, l'encan bénéficie d'une grande notoriété auprès des amateurs de chasse, de pêche et de plein air et tous les lots offerts en rabais lors de cet encan sont exempts de taxes. Alors c'est de bons gains à profiter, de beaux prix, de beaux voyages, des forfaits, des articles de chasse et de pêche, mais je vous le rappellerai en temps et lieu. Et sur ça, je rappelle qu'on peut entendre et entendre cette émission sur rendez-vous-nature.ca, le journal lesoir.ca, sur Balado Québec et sur YouTube. Faites attention à vous et à vos proches. Ici Ernie Wells. Merci de votre écoute. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre Rendez-vous Nature. Poursuivez l'aventure Rendez-vous sur le web en consultant nos nouvelles au rendez-vous-nature.ca, à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec.